Tous les débats qui agitent la capitale sont sur BFM Business. Grand Paris avec Caroline Brun. Louer ou acheter en Ile-de-France? Question cruciale, pas facile d'y répondre alors que les prix sont encore très élevés. Pour en débattre, je reçois Fabrice Vaupré, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur du réseau Ile-de-France Guy Hockey l'immobilier. Sébastien Delafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de meilleursagents.com. Alors une étude du cabinet Aster pour le courtier Meilleur Taux plaide en faveur de l'achat. Ils ont regardé depuis 10 ans sur la décennie 2000 ce que ça donnait. Et là, évidemment, avec les plus-values réalisées dans l'immobilier, eh bien, il valait vraiment acheter plutôt que d'être locataire. Fabrice Vaupré, c'est une évidence. C'est effectivement une évidence, particulièrement dans les grandes agglomérations. Je pense que aujourd'hui, clairement, il faut se poser sur une durée de détention assez longue si on veut rentrer dans son investissement. Et je dirais que la question ne se pose pas tellement en ces termes, mais surtout qui vous êtes, quel est votre projet. Si vous êtes un jeune ménage, effectivement, primo-accédant sur la région parisienne, ça va être plus compliqué que pour un ménage qui va être dans des conditions de revente déjà. Donc de toute façon, pour celui-là, l'achat est quasiment hors de portée. Il est quasi hors de portée, encore qu'il y a encore certaines parties de la petite couronne parisienne où on peut trouver des beaux projets encore accessibles aux primo-accédants. On va écouter vos conseils, bien sûr. Sébastien Delafont, juste sur cette étude. Parce que justement, en prospective, bon, sur la rétrospective, il n'y a pas tellement de débat. En prospective, ils ont l'air de dire qu'il faudrait quand même, à Paris, attendre 21 ans pour que ce soit plus intéressant d'acheter que de louer. C'est pas facile, la prospective, notamment en matière immobilière, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Le premier d'entre eux, c'est est-ce que les prix vont monter ou baisser à l'avenir. Et là, il faut avoir une sacrément belle boule de cristal, parce qu'il y a 10 ans, on les aurait interrogés, ils nous auraient probablement dit que ça allait pas monter dans les proportions dans lesquelles ça allait monter. Donc il y a pas mal de paramètres en jeu. Moi, je suis assez prudent. Néanmoins, si on regarde à l'échelle de la France, aujourd'hui, quand on voit le niveau des loyers, comparé au niveau des prix d'acquisition, c'est à Paris que c'est clairement le plus intéressant de louer plutôt que d'acheter. C'est-à-dire c'est encore à peu près abordable, bien que ce soit très cher. On paye 23 € du mètre carré, ça veut dire que pour une surface de 60 mètres carrés à Paris, en moyenne, on va payer 1 300 € par mois. Bon. Il y a quand même une majorité de gens qui travaillent à Paris qui peuvent s'offrir une telle surface en payant un loyer de ce montant. Si on doit acheter la même surface à 8 400 € du mètre carré, là on est à peu près sur un investissement de l'ordre de 500 000 €. Là il y a une majorité de gens qui travaillent à Paris qui ne peuvent pas se l'offrir parce qu'ils n'ont pas forcément l'apport nécessaire ou le niveau de revenu nécessaire. Donc effectivement là, si on tient un raisonnement purement financier, et là je ne prends pas d'hypothèse sur le futur, et on regarde que Paris, et Paris n'est pas du tout la France, on peut dire, dans l'instantané, c'est peut-être plus intéressant financièrement de louer à Paris plutôt que d'acheter. Mais là, j'ai pas tout dit sur la question. Bien sûr, on va y revenir. Fabrice Vaupré, 1 300 € pour un 60 mètres carrés. Quand on cherche, c'est toujours plus cher. Alors peut-être qu'on ne cherche pas dans les mêmes quartiers. Là, vous nous donnez une moyenne, bien sûr. Oui, c'est une moyenne, mais c'est la moyenne réelle. C'est ce qu'on constate dans les agences. On est rarement au-delà de ces prix-là, évidemment, sauf pour des appartements un peu plus grands ou d'exception. Je rejoins ce que disait Sébastien Delafont. Aujourd'hui, dans Paris, on est mieux à la location sur des surfaces comme ça. Et c'est vrai que le différentiel entre acquisition et location se ressent vraiment, particulièrement avec des conditions d'octroi de crédit qui ont été resserrées récemment. Alors on va voir un petit peu vos prévisions 2013. Sébastien Delafont disait tout à l'heure, c'est dur de lire dans la boule de cristal. Bon, vous êtes quand même amenés les uns et les autres à le faire au moins sur l'année qui vient. Votre scénario, Sébastien Delafont, c'est plutôt ce qu'on appellerait un soft landing. Soft, pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui souffrent dans ce marché. En particulier les professionnels de l'immobilier. Tous les acteurs de la chaîne immobilière souffrent beaucoup parce que ce qui s'est passé en 2012 et qui risque probablement de se prolonger en 2013, c'est une très forte chute des volumes. On l'a annoncé à la fin du premier trimestre 2012, elle s'est produite, et peut-être même dans des proportions supérieures à ce qu'on imaginait, avec une baisse du nombre de transactions. Alors à l'échelle de la France, pour donner une idée, il s'est fait environ 830 000 transactions dans l'ancien en 2011,
Et on estime qu'il va se faire environ entre 600 et 650 000 transactions pour l'ensemble de 2012. Donc c'est un très fort ralentissement. En 2013. En 2012. Alors, 2012, en 2012. Maintenant 2013, si ça continue au rythme du dernier trimestre 2012, ça va pas être un bon cru du tout en termes de volume. Et notre anticipation, avant de parler des prix, c'est un volume de l'ordre de 550 à 600 000 transactions, c'est-à-dire tout près de l'os. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que la plupart des gens qui avaient un projet immobilier de confort pas absolument indispensable, y renoncent. Ils attendent des jours meilleurs. C'est pas forcément un raisonnement qui tient forcément très bien à la route, mais en tout cas c'est le comportement qu'ils ont adopté pour toutes sortes de raisons. Et donc aujourd'hui on ne retrouve dans le marché que des gens qui ont l'absolue nécessité de vendre déjà. Et ça va réduire, je pense, de manière considérable le volume de transactions qui vont avoir lieu en 2013. Le soft landing, je le voyais plutôt sur les prix. Alors les prix, oui, mais c'est lié. Et moi j'aime bien parler des volumes parce que c'est une chose qu'on a finalement plus de facilité à anticiper que les prix. Mais ce qu'on a observé en 2012, forte baisse des volumes et grande stabilité des prix. Parce qu'à Paris, ils n'ont pas bougé, ils ont très légèrement augmenté. Et en première et deuxième couronne, ils se sont très légèrement effrités de l'ordre de 1 à 2%. Donc en fait, ça n'a pas bougé. On ne s'attend pas à 2013 à ce que ce soit le grand soir des prix. Et on entend régulièrement quand est-ce que la bulle va exploser, quand est-ce que la bulle va exploser. Il y a beaucoup d'acheteurs qui attendent que les prix baissent de 15 à 20% pour rentrer. J'ai peur de les décevoir. Maintenant, ce qui, d'après nous, devrait se passer en 2013, c'est une forme, si on appelle ça, c'est pas un très beau mot, mais une stratification des prix. C'est-à-dire que le très bien placé, de très bonne qualité, va rester très cher. Il va pas bouger. Comme toujours. Eh oui. Mais il va pas baisser tant que les taux restent là où ils sont, et c'est-à-dire historiquement bas. En revanche, dès que on a une qualité moindre et un emplacement qui est moins bon, là, si on veut vendre, il va falloir faire des concessions et elles vont pouvoir atteindre 5 jusqu'à 10%. En revanche, il y a des gens qui s'étaient retenus de vendre en 2012 parce qu'ils en avaient les moyens et ça s'est pas vu donc dans les statistiques parce que les transactions se sont pas faites. Et s'ils doivent vraiment vendre en 2013 et qu'ils ont un bien moins bien placé de moindre qualité, ils devront concéder une baisse de prix. Et ça se retrouvera dans les indices plus que ça ne s'est vu en 2012. Alors évidemment, ça c'est bon pour les acquéreurs, on va dire, ce que vous dites. On a compris que c'était pas très bon pour les professionnels, mais quand même, c'est pas une si mauvaise nouvelle pour les acquéreurs. Fabrice Vaupré, vous avez, on disait tout à l'heure, certains attendent que les prix s'effondrent. Vous avez vu une étude très intéressante de The Economist qui nous explique en gros qu'on vit sur un nuage en France. C'est-à-dire, ils estiment que, compte tenu des revenus des ménages, et c'est vrai que les deux sont quand même un peu liés, 50% de surévaluation pour les prix à l'achat, à la location, et 35% pour les prix à l'achat. Oui, mais alors là, encore une fois, il faut s'entendre sur ce dont on est en train de parler, parce que il y a Paris, intramuros, c'est une chose, et il y a le reste de la France et les grandes agglomérations de province. Mais l'étude porte sur Paris, hein, ça alors, c'est sûr. C'est des études effectivement qui sont très parisiennes. Pour la grande majorité du marché immobilier français aujourd'hui, on n'est pas si surévalué que ça. Pour le Paris intra, on n'est pas surévalué non plus partout. Il y a certains quartiers de Paris qui sont très affectés par une surévaluation, mais qui est liée à beaucoup de choses. La rareté des biens, l'intérêt d'investisseurs étrangers. Enfin, il y a tout un tas de contextes qui font qu'on peut être surévalué, bien qu'on reste encore, malgré un recul assez net au quatrième trimestre du volume de transactions, puisque Paris a reculé au quatrième trimestre de 24% à peu près, ce qui est beaucoup. C'est un gros coup de frein. Mais Paris est affecté aussi par le recul des transactions de la part des investisseurs dans les transactions immobilières. C'est-à-dire que l'ensemble du marché parisien est affecté, quelles que soient les couches d'investisseurs, que ce soit des gens qui ont des projets habitation résidentielle ou que ce soit des investisseurs immobiliers. Alors, vous disiez tout à l'heure, Sébastien Glafond, finalement, à Paris, on peut se poser la question de la location, en tout cas quand on n'a pas besoin d'acheter un bien trop important, quand on peut louer une surface raisonnable. Est-ce que ça peut amener justement beaucoup de propriétaires à remettre à la location des biens qu'ils n'avaient pas jugé utile de proposer ? Bon, là, on ouvre d'autres questions, parce qu'effectivement, il y a des biens vacants sur le marché.
Est-ce que c'est ce à quoi vous pensez? Des biens qui ne sont pas forcément mis à la location. On estime que 6 à 8% du parc parisien, effectivement, est vacant. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'on est dans un marché tout à fait coincé où on voit bien qu'il y a une demande trop forte face à une offre limitée. Et là, je ne sais pas si le calcul est tellement financier. En fait, ce qu'on observe, je crois que le principal responsable de cette situation dramatique, c'est plutôt la loi de 89 qui régit les relations entre les propriétaires bailleurs et les locataires. Et on a voulu protéger les locataires, et c'est tout à fait louable, sauf que et la loi et la jurisprudence ont parfois trop protégé des locataires indélicats, voire malhonnêtes, et ont laissé dans l'esprit d'un certain nombre de propriétaires des images abominables où ils allaient pouvoir se retrouver coincés avec des gens qui ne payaient pas ou qui dégradaient leur logement. Et beaucoup d'entre eux ont préféré renoncer à la location plutôt que de se retrouver exposés. Je sais que la ministre du Logement réfléchit à une réforme. Vous avez vu ce qui est sorti sur son projet. On voit bien que la question, c'est qui paye pour, c'est bien de vouloir mutualiser les risques, mais qui paye pour les locataires indélicats? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le locataire? Là, aujourd'hui, dans le projet l'éventuel projet de la ministre du Logement, c'est un transfert du risque, encore une fois, sur le bailleur. C'est-à-dire que le bailleur, y compris celui qui n'avait pas fait le choix de prendre une assurance loyer impayé, va être sujet ou soumis a priori une taxe qui serait de l'ordre de 2% pour mutualiser un risque qui n'est pas le sien. Enfin, qu'il estime ne pas être le sien. Qu'il estime ne pas être le sien, puisque en réalité, c'est comme si en matière de sécu, le médecin mutualisait le risque du malade. C'est un peu ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, donc ça ne vous paraît pas une bonne idée? Je dis pas que c'est pas une bonne idée. Je dis qu'il faut effectivement trouver des solutions universelles qui permettent de relancer ce marché de la location pour compenser ce qui était souligné. En réalité, un déséquilibre de la loi de 89 qui nous emmène à cette situation de paralysie aujourd'hui. Donc c'est bien qu'on trouve des solutions. Maintenant, c'est qui paye la solution. Sébastien Delafont, si on fait pas payer le propriétaire, ce qui est là la voie, en tout cas, regardez, c'est aussi injuste d'une certaine manière de faire payer tous les locataires, y compris les très bons locataires qui ne sont jamais concernés par les impayés. Il y a probablement une solution plus équilibrée qui permettrait de répartir la charge. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on retrouve une forme d'équilibre dans la relation entre le propriétaire et le locataire. Dans la grande majorité des cas, ça se passe bien, tant mieux. Mais effectivement, il faut que la ministre et le législateur se penchent sur les cas où ça va mal. Et la garantie de loyer à payer, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que l'arsenal juridique permette de faire sortir des gens d'un logement quand ils abusent totalement. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans des situations où un propriétaire ne récupère son logement qu'après 10 ans de procédure. Ça, c'est inacceptable. Quand visiblement, on a des gens en face qui ont totalement abusé de la loi. Donc, il y a cette question de la garantie, et c'est une bonne piste. Probablement son coût doit être partagé, mais il faut aller au-delà et revisiter l'équilibre de la loi et son application. Et d'une manière plus générale, quand je vois la manière de laquelle on a durci la fiscalité immobilière depuis maintenant 18 mois, ce dernier gouvernement et le précédent, je crois qu'il faut avoir peut-être en tête que l'investisseur et le propriétaire immobilier doivent être considérés comme un ami pour résoudre la crise de l'immobilier, pas comme une cible. Parce que jusqu'à aujourd'hui, et depuis 18 mois, ça n'est qu'une cible, quelqu'un qu'on va tondre. Ou prendre l'argent, c'est toujours la même question. Oui, mais on a besoin de lui aussi. Et si on le met dans la machine et qu'effectivement on l'incite à remettre des biens sur le marché, à modérer ses loyers, tout ça c'est très bien, et on va l'amener à contribuer, à acheter des logements neufs pour stimuler la construction, etc. On a donc besoin qu'il soit bien présent. En contrepartie, il faut aussi sécuriser son parcours et aussi sécuriser sa fiscalité en lui donnant une certaine forme de visibilité. Et tout ça n'est pas présent aujourd'hui. Ça veut dire une sorte d'engagement peut-être sur plusieurs années. Oui. Fabrice Beaupré, alors tout à l'heure, on va revenir donc à notre question de départ, louer ou acheter. On a donné les grands chiffres, 2012, les incertitudes 2013. Qu'est-ce qui se passe entre Paris et le reste de l'Île-de-France? C'est-à-dire au fond, notre émission s'appelle Grand Paris. Souvent, on voit des transferts. Ceux qui cherchaient à Paris se rabattent, vont voir quand même un petit peu plus loin. Est-ce que par exemple, ça peut servir la Grande Couronne?
D'ores et déjà, ça la sert. On a aujourd'hui des couples, des ménages qui ont fait le choix de reculer un peu, de sortir de l'intramuros parisien pour des raisons de coût ou de surface coût. Puisqu'en réalité, c'est ce dont on parle. Quand vous achetez 60 mètres carrés à Paris, vous pouvez acheter 80 en petite couronne parisienne. Donc il y a des gens, d'ores et déjà aujourd'hui, qui ont reporté. Alors on a des flux de clients qui reculent. Je dirais, on peut le dupliquer d'ailleurs jusqu'à très loin en grande couronne parisienne, puisqu'aujourd'hui, je dirais que les gens de l'intra ont des projets sur la petite couronne, ceux de la petite couronne refluent un peu plus loin, ainsi de suite. Pour redescendre maintenant, on voit des villes en train de se développer très sud ou très est ou très nord de Paris, c'est-à-dire à une trentaine, 35, 40 kilomètres. Sébastien Delafont, là, l'écueil principal, c'est toujours le transport ? C'est le transport, mais il faut aller au-delà dans la vision qu'on a effectivement du Grand Paris. La matrice des transports, c'est une clé de lecture très très importante, mais au-delà de ça, il faut offrir des bassins de vie, des bassins d'emploi. Il ne suffit pas d'imaginer qu'on va aller travailler à Paris et qu'en vivant en banlieue ou en grande banlieue, on va s'y rendre facilement le matin et le soir. Donc, je crois qu'effectivement, la réflexion autour du Grand Paris, de créer des pôles d'emploi, des pôles culturels, des pôles où il y a des bonnes écoles, tout ça c'est très très important parce qu'il faut effectivement avoir envie d'aller s'installer loin du centre, mais avoir envie d'y vivre. Et là effectivement ce sont des projets sur 20 ans. Alors la matrice des transports est en place. Je crois que pour le reste on a encore du travail. Elle est en place, mais elle est à horizon génération d'après quand même. Lointain. Mais tout ça, mais ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours tendance à ramener ça à l'histoire de Paris, même millénaire. Depuis Lutèce, je dirais, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on a vu la croissance autour du noyau de l'île jusqu'à ce bassin de 12 millions d'habitants aujourd'hui. Et finalement, ça prend du temps. Mais à chaque fois qu'on a voulu planifier un petit peu, comme les Romains l'ont fait, comme Haussmann l'a fait, comme on l'a fait plus récemment en banlieue Est. Et on a réussi dans la durée à faire des bonnes choses. Mais effectivement, il faut accepter que ça soit à l'échelle de 10, 20 ou 30 ans. Alors, revenons, encore une fois, je ne suis pas monomaniaque, mais à la question que nous posons sur ce plateau, louer ou acheter. Est-ce que, Fabrice Beaupré, il y a des bonnes affaires ? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, à la location, il y a des quartiers à privilégier en fonction du profil type ? Vous disiez tout à l'heure, on n'a pas les mêmes besoins quand on est une grande famille, quand on est un célibataire. Est-ce qu'au fond, il y a des quartiers auxquels on ne pense pas systématiquement, qui sont un peu sous-cotés et où c'est intéressant d'aller chercher ? Eh bien, hélas, pas tellement. Pas tellement. C'est-à-dire que ce qui est vrai, ce qui peut être vrai à la transaction, l'est pas à la location. C'est-à-dire que Paris, par manque de décentralisation d'ailleurs, et parce que c'est un bassin d'emploi important, est assez, je dirais, stable et égal dans ses prix de location autour de la couronne parisienne. Vraiment, à quelques exceptions près, mais on conserve une stabilité. Là, il y a une vraie différence avec les projets d'acquisition, puisque en acquisition, il y a encore des secteurs où on peut faire des bonnes affaires. C'est pas forcément le cas en location. Par exemple, alors ? Des bons projets d'acquisition, vous voulez dire je pense à des quartiers parisiens qui sont en train d'évoluer, comme le 17e Batignolles, qui peut être intéressant par les projets qui sont réalisés, où on a des belles perspectives. C'est toujours des valeurs sûres. Il y a quelques autres arrondissements parisiens, comme le 11e, qui peuvent être intéressants aussi pour les mêmes ordres d'idées. L'astuce de Sébastien Delafont, pour finir, pour conclure ? Alors pour la location, les surfaces, les petites surfaces sont les plus chères. D'accord. Et on est très loin des 23 € du mètre carré, ça peut aller jusqu'à 40 €. Et donc effectivement, elles sont hors de prix à la location. Les bonnes affaires à l'achat, elles sont plutôt en périphérie de Paris. J'ai pas envie de parler de bonnes affaires parce que c'est compliqué, ça reste cher. En revanche, par rapport à la discussion d'aujourd'hui, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les taux d'emprunt sont historiquement bas et dans l'arbitrage achat contre location, il ne faut pas oublier qu'il y a un seul domaine dans lequel il y a un banquier pour vous aider à vous enrichir et acquérir du patrimoine, c'est l'achat immobilier. Et avec le niveau des taux actuels, parce qu'il ne va pas vous aider pour louer. Bien sûr. Pour la constitution d'un patrimoine pour l'avenir, c'est unique. Et vu le niveau des taux aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Merci tous les deux de nous avoir éclairés sur ce marché immobilier toujours aussi complexe. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et tout de
de suite notre point sur les marchés avec Guillaume Sommerer. Bonjour Guillaume. Bonjour Caroline. Les marchés en légère baisse aujourd'hui, moins 0,2% sur le CAC 40. On reste quand même proche de nos plus hauts de 18 mois. CAC 40 à 3772 points aujourd'hui. Les futurs américains aussi sont en petite baisse, moins 0,2% sur le S&P 500 futurs. Wall Street qui va ouvrir dans maintenant 1 heure et 2 minutes. Ouverture de Wall Street qu'on pourra suivre d'ailleurs en direct sur BFM Business tout à l'heure depuis New York. CAC 40 et places européennes donc en léger repli avec pour lanterne rouge le secteur bancaire. C'est le secteur qui recule le plus d'ailleurs à Paris. Crédit Agricole perd 3,3% sur une dégradation du secteur par Bernstein. Crédit Agricole donc qui recule. Berenberg, c'est Berenberg qui dégrade le secteur et donc toutes les valeurs en pâtissent. Société Générale juste derrière le Crédit Agricole perd également 3%. BNP Paribas aussi en repli d'1,4%. À la hausse Renault plus 2 et Total aussi qui profite du rebond des cours du pétrole. Total gagne 1%, 39,89 €. CAC 40 moins 0,2. L'euro lui est parfaitement stable, 1,3441 $. L'essentiel de l'info, Élodie Largenton. Et c'est Christiane Taubira qui ouvrira les débats cet après-midi dans 1h30. Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels va être discuté par les députés pendant 2 semaines. La droite a déposé plus de 5000 amendements. Jean-Marc Ayrault dit s'attendre à des tentatives de l'opposition de durcir le débat. Le Premier ministre qui annonce qu'il va entamer des consultations avec tous les groupes parlementaires sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Cette réforme, qui est une promesse de la gauche depuis 30 ans, nécessite une modification de la Constitution et donc une majorité difficile à obtenir. Plusieurs prédicateurs et imams radicaux étrangers seront expulsés de France dans les prochains jours, annonce du ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Nouvelle tuerie en Syrie. Les corps d'au moins 65 jeunes tués d'une balle dans la tête ont été découverts aujourd'hui à Alep. Une découverte macabre à quelques heures d'une intervention devant l'ONU du médiateur international Lakhdar Brahimi. Jusqu'à présent, son plan qui consistait à rapprocher les positions russes et américaines a échoué. L'armée hausse le ton en Égypte. La crise actuelle pourrait conduire à un effondrement de l'État, affirme aujourd'hui le ministre de la Défense. Depuis 5 jours, le pays est secoué par une flambée de violences meurtrières qui a fait 52 morts. Et puis au Mali, les soldats français et maliens continuent de sécuriser les villes de Gao et Tombouctou, 2 villes récemment reprises aux islamistes. Mais la France n'a pas vocation à rester au Mali, a rappelé hier François Hollande. Une conférence des donateurs s'est ouverte aujourd'hui en Éthiopie pour financer la force africaine qui doit se déployer au Mali. Et la Grande-Bretagne propose d'envoyer jusqu'à 240 formateurs militaires dans la région. Il est 14h30, vous êtes sur BFM Business, le journal de l'écho avec Aurélie Blond. Et c'est l'automobile.